Il y a quelques mois, j'ai fait l'acquisition de mon tout premier iPhone et j'ai promis de vous tenir au courant régulièrement de l'avancée de cette expérience. Et aujourd'hui, on se retrouve 6 mois après pour une petite vidéo mise à jour. Salut à toutes, salut à tous, c'est Multidoute22 et bienvenue dans cette petite vidéo mise à jour. Vidéo qui sera séparée en 3 grandes parties. Tout d'abord, je reviendrai sur quelques points que j'avais laissés en suspens dans la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la voir tout de suite. Et ensuite, on verra quels sont les nouveaux points positifs et points négatifs que j'ai par rapport à cette expérience. Et enfin, on parlera de mon ressenti en tant qu'utilisateur et de l'avenir de cette expérience. Maintenant, trêve de blabla, c'est parti! Dans la première vidéo mise à jour, l'un des plus gros problèmes auxquels j'avais fait face, c'est le transfert de mon WhatsApp Android vers mon WhatsApp iOS. Et comme vous le savez, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je n'ai rien fait. J'ai préféré vraiment garder mon WhatsApp Android avec toutes mes photos, toutes mes conversations qui datent de depuis 2010. Et j'ai décidé de créer un nouveau compte WhatsApp juste pour l'iPhone avec mon numéro canadien. Et vu que je n'utilise pas tellement WhatsApp, c'est pas vraiment un problème. Ensuite, un autre problème auquel je faisais face, c'est le transfert des vidéos que je tourne sur l'iPhone vers mon ordinateur qui est sous Windows. Et je vous avais dit que j'utilisais Google Drive. Et bien, j'ai arrêté d'utiliser Google Drive parce que j'ai trouvé une façon beaucoup plus simple et native de le faire. Et c'est en utilisant l'application Folder de l'iPhone. En fait, c'est très simple. Il suffit de transférer la vidéo via Folder vers un dossier accessible via iTunes. C'est assez compliqué parce que tous les dossiers ne sont pas accessibles via iTunes. Donc, par exemple, dans ce cas-là, moi, j'utilise Google Chrome. Donc, je transfère la vidéo dans ce dossier en question. Ensuite, au niveau de l'ordinateur, j'accède à ce dossier et je peux directement sauvegarder la vidéo sur mon ordinateur. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple que d'utiliser Google Drive. Ça m'a fait sauver énormément de temps. Autre point qui me dérangeait fortement dans la dernière vidéo, c'est le centre de notification. Et j'expliquais que j'avais un petit problème qui faisait en sorte que lorsque je cliquais sur la notification, elle disparaissait pas complètement. Et bien, ce bug a été résolu et j'ai complètement compris comment le centre de notification fonctionnait et comment les notifications étaient classées en fonction de leur, entre guillemets, priorité et en fonction du type de notification que c'était. Et franchement, aujourd'hui, vraiment, je le dis, c'est un centre de notification qui me plaît pas du tout. Vraiment, je n'aime pas la façon dont c'est organisé. Je préfère beaucoup plus la façon dont One UI de Samsung organise les applications. Et il y a aussi quelque chose qui me manque fortement, les petites bulles qui disent tout en haut quelle notification tu as en fait. Vraiment, j'aurais voulu avoir ça en fait. Il n'y a pas ça sur iPhone. Il faut forcément dérouler pour pouvoir voir quel type de notification il y a. Et c'est vraiment chiant, je trouve. Donc vraiment, le centre de notification, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout et que je pense que je n'aimerais pas vraiment. À part s'ils font une mise à jour dans laquelle on peut changer un peu la façon dont c'est organisé. Dernier point sur lequel je voulais revenir par rapport à la première vidéo, c'est que sur iOS, il y a aussi des bugs et des latences. Sur la première vidéo, ça faisait que 1 mois que j'avais le téléphone, du coup, j'avais jamais expérimenté cela. Mais là, 6 mois après, j'ai déjà expérimenté cela et c'est pas agréable du tout, comme tous les bugs et les latences. Du coup, l'OS n'est pas aussi parfait que je le pensais. En parlant de bugs, dans la première vidéo, je disais que les différents périphériques Samsung que j'avais, donc la montre et les écouteurs, fonctionnaient sans problème. Et ben, ça fonctionne, mais croyez-moi que j'ai eu pas mal de bugs dans les 6 derniers mois. Surtout des bugs au niveau de la connexion des différents périphériques. Par exemple, quand j'ai un appel, la connexion directement au niveau des écouteurs ne se fait pas automatiquement. Il faut que je revienne sur l'application et que je sélectionne les écouteurs, alors que les écouteurs sont déjà dans mes oreilles. Donc, ça ne switch pas automatiquement et c'est assez chiant. Il y a aussi un petit bug au niveau de prendre un appel. Par exemple, quand j'ai un appel, je l'entends dans mes écouteurs, j'essaie de répondre, mais ça ne répond pas. C'est assez chiant aussi. Et enfin, il y a un bug qui était très bizarre, c'est au niveau de la montre. La montre refusait de prendre l'heure du téléphone, alors que le téléphone était connecté à la montre. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça, c'est chiant. Mais bon, c'est encore, je suis sûr, dans leur point de « Hey, t'as un iPhone, va prendre nos périphériques, espèce de connard. » MDR. C'est tout pour la première partie de vidéo. Maintenant, passons à la deuxième partie, les nouveaux points négatifs. Premier nouveau point négatif que j'ai, c'est que j'ai supprimé Safari et que mon navigateur par défaut, c'est Google Chrome. Sauf qu'il reste des réduits de Safari et ça m'énerve vraiment beaucoup. Par exemple, lorsque tu veux faire ouvrir avec le navigateur, à la place de ouvrir avec le navigateur, c'est écrit ouvrir avec Safari. Ou alors, lorsque c'est juste le logo du navigateur, et bien c'est le logo de Safari. Et ça m'énerve tout particulièrement. Parce qu'à la limite, tu donnes l'option de supprimer ton navigateur par défaut, mais au moins laisse la chance aux autres et mets juste ouvrir avec le navigateur ou je sais pas, quelque chose du style. Mais ne nous casse pas la tête avec ton Safari, on n'en veut pas.
Point négatif suivant, c'est que je n'aime pas la façon dont on organise les applications. Attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise façon de le faire, mais c'est ce que je n'aime pas la façon dont les applications réagissent en fait. C'est vraiment bizarre la façon dont les tuiles réagissent aux différents déplacements. Et ça me dérange un peu. Je ne sais pas vraiment si vous voyez ce que je veux dire. Surtout quand je veux changer la position d'une application et que l'espace disponible est assez réduit. Je trouve ça extrêmement pénible et assez long. Point négatif suivant, c'est que je ne comprends pas du tout pourquoi il n'y a pas un bouton pour fermer toutes les applications d'un coup. Je sais que c'est possible de fermer plusieurs applications en même temps, mais avec le multigesture, mais je n'ai pas 1 milliard de doigts pour pouvoir fermer toutes les applications en une seule fois. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un bouton pour ça, alors qu'il y a même un bouton pour fermer toutes les notifications d'un coup. Si vous savez pourquoi, je vous invite à me le dire en commentaire. Point négatif suivant, c'est que je ne comprends vraiment pas pourquoi il n'y a pas une réelle démarcation entre les messages des messages normaux et les messages de iMessage. Franchement, pour quelqu'un vraiment qui vient d'Android par exemple, c'est extrêmement mélangeant. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à vraiment faire la différence entre les deux. Parce que si par exemple, si tu rentres dans la conversation, vraiment tu vois que les messages de l'application Message, ils sont verts et les messages de iMessage, ils sont bleus. Mais à part ça, je vois pas quelle différence il y a. Des fois, il y a un petit logo tout en haut qui te dit iMessage ou bien Message. Mais à part ça, est-ce qu'il y a vraiment une vraie différenciation entre les deux? Quand tu rentres dans l'application Message, tout est comme ça. Tu sais pas dans quelle conversation est réellement iMessage et laquelle est Message sans rentrer dedans. Je trouve ça assez dérangeant et assez mélangeant. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait vraiment deux grands onglets, Message et iMessage. Et comme ça, dedans, au moins, tout est bien séparé, tout est bien clair. Mais là, pour le moment, franchement, jusqu'à présent, frère, je m'y perds. Aussi, je veux savoir à quel moment, en fait, quand tu envoies un message à quelqu'un qui a iMessage aussi, il utilise message normal. Si tu as envie d'utiliser message normal, à quel moment tu peux choisir ça? Je ne sais pas encore, mais dites-moi en commentaire. Avant-dernier point négatif et dont je ne trouve aucune explication, c'est que lorsque je fais un appui long sur le bouton pour diminuer le volume, il y a un délai avant que le volume commence vraiment à diminuer. Et je comprends vraiment pas pourquoi. Et j'ai même demandé sur Twitter, est-ce que les gens savaient pourquoi il y avait ce délai-là? Mais déjà, il y avait des gens qui disaient ne pas avoir ce délai, alors que le délai existe bel et bien. Mais moi, je ne sais vraiment pas pourquoi. J'ai des petites théories comme quoi peut-être il y a une animation qui devrait apparaître ou bien il y a peut-être une exécution qui devrait se faire si on active quelque chose. Je sais pas. Mais si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire. Et dites-moi aussi comment je peux désactiver ça parce que c'est juste chiant. Surtout lorsque tu as tes écouteurs et que tu mets une vidéo, mets la vidéo au maximum par exemple, et que tu veux diminuer d'un coup. Parce que tu appuies vraiment par détresse pour diminuer le volume, mais il y a un petit délai qui profite pour bien te griller les oreilles avant de commencer à diminuer le volume. Du coup, c'est vraiment chiant, je trouve. Ah, ça m'énerve. Franchement, ce genre de truc m'énerve. Dernier point négatif que j'ai, c'est que la montre ne sert plus absolument à rien. Elle n'est là que pour afficher les notifications. Tu ne peux pas répondre à des appels, tu ne peux pas répondre aux messages, tu ne peux pas ouvrir d'application à partir de la montre et tu ne peux même pas lancer d'appel directement à partir de la montre. Ce qui est vraiment juste inutile en fait. Donc la seule fonctionnalité qui est fonctionnelle, c'est juste afficher les notifications. C'est qui est juste inutile en fait. Et enfin, petit point négatif bonus qui est peut-être un peu plus de niche, c'est qu'il n'y a pas de LED de notification. Honnêtement, quand tu t'habitues à la LED de notification et que juste en voyant juste quelle couleur est en train de clignoter dans le coin, tu sais quelle notification tu as, c'est juste trop bien en fait. Je sais que les nouveaux Samsung aussi l'ont abandonné, mais c'est assez dommage je trouve. Parce que pour certaines personnes, c'était quand même assez utile. Voilà, c'est tout pour les nouveaux points négatifs que j'ai sur cette expérience-là. Maintenant, on va passer sur les nouveaux points positifs. Premier nouveau point positif que j'ai, et même peut-être même le plus important, c'est Shortcut. Dans la première vidéo, je n'avais pas réellement commencé à l'utiliser et même aujourd'hui, j'utilise que les fonctionnalités de base, on va dire. Mais les possibilités sont juste incroyables. Quand je vois ce que les gens arrivent à faire vraiment avec Shortcut, c'est juste malade en fait. Sur Android, quand tu as besoin de quelque chose et que tu n'arrives pas à le trouver nativement, eh ben, tu télécharges une application pour le faire. Ou si tu es chaud, tu programmes ton application toi-même. Mais sur iPhone, si tu as quelque chose que tu veux faire et qui n'est pas là nativement, eh ben, tu as Shortcut pour le faire. Franchement, très grosse valeur ajoutée à l'iPhone et Shortcut, c'est juste la meilleure application qu'il y a sur cet iPhone. Point positif suivant, c'est qu'aujourd'hui, je comprends ce que vous voulez dire par on peut faire confiance à l'appareil photo de l'iPhone. En vrai, c'est vraiment vrai que les photos sur iPhone, en fait, c'est toujours ok en fait. Quelle qu'en soit la situation, tu arrives à ressortir avec une photo à peu près potable. Ce qui n'est pas le cas pour la plupart des téléphones. Et rien que ça, franchement, chapeau. Par contre, j'aimerais jusqu'à présent voir des options un peu plus professionnelles au niveau de la vidéo. Je comprends pas. En plus, c'est un iPhone 12 Pro Max. Yo, ça manque là.
Il faut le faire à un moment donné. Merde! Point positif suivant, il s'agit de l'onglet de recherche qui apparaît lorsqu'on fait un swipe vers le bas sur le menu. Vous voyez ce petit onglet Search là? Eh ben, pour moi, c'est un gros game changer. Aujourd'hui, je n'utilise même pas le navigateur pour faire des recherches. Je fais directement mes recherches dedans et lorsque je ne trouve pas ce qui m'intéresse, j'utilise directement l'option aller directement chercher sur le web. Et franchement, c'est juste trop bien. J'avais une option comme ça sur mon Android, mais je sais pas pourquoi sur l'Android, il y avait toujours de la latence. Je sais pas, c'est parce que ma connexion n'était pas très bonne, mais en tout cas, aujourd'hui, sur l'iPhone, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien et je trouvais que c'est quelque chose à noter. Parce que ça a quand même changé un peu ma façon d'utiliser l'option de recherche de l'iPhone. Vu que je n'utilise plus le navigateur pour aller faire des recherches, mais directement ce petit search là. Et ça, c'est vraiment trop cool. Avant-dernier point positif que j'ai noté, il s'agit de AirDrop. Aujourd'hui, AirDrop, franchement, c'est une très bonne fonctionnalité. Elle est rapide, elle est intuitive, elle est facile à utiliser. Franchement, juste excellente. Surtout lorsque tu as le dernier iPhone et que tu es devenu un peu le petit photographe du groupe, c'est juste simple de partager ces différentes photos là. Et en plus, tu n'as pas la compression des différents réseaux, donc c'est juste trop bien. Mais attention, ce n'est pas mieux que le NFC. Dernier point positif qui est aussi un peu un point négatif, c'est que l'iPhone ne laisse pas indifférent. Il attire l'œil. Et surtout lorsqu'il a son petit skin robot camo, eh ben, il attire vraiment l'attention. Et beaucoup de gens, par exemple, lorsqu'ils savent que c'est le dernier, par exemple, viennent « Oh, c'est le dernier iPhone, comment tu le trouves? C'est quoi les différences? Etc. etc. » Rien qu'à ça, on sait que c'est un téléphone assez populaire. Et le côté un peu négatif de tout ça, c'est que les gens connaissent également la valeur et ça attire également les yeux mal intentionnés, on va dire. Et vous pouvez facilement vous le faire voler. Mais au moins, il n'attire pas autant l'attention qu'un téléphone pliable. Voilà, c'est tout pour ce qui est des différents points positifs que j'ai par rapport à cette expérience-là. Je sais qu'ils sont beaucoup moins nombreux que les points négatifs, mais ça, au moins, ça vous donne un peu la couleur du mood dans lequel je suis actuellement. C'est donc terminé pour la troisième partie. Maintenant, on va passer à la conclusion. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite fortement à laisser un gros like si la vidéo vous plaît et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines mises à jour et les prochaines vidéos. En conclusion, je suis toujours content de faire cette expérience et de découvrir un nouveau système. Mais tout l'enthousiasme que j'avais au début de l'expérience et des premières vidéos tend petit à petit à s'estomper. Et aujourd'hui, je trouve que vraiment l'iPhone est un téléphone comme les autres et qui est juste extrêmement surcoté par sa communauté. Même si, je ne le cache pas, il a quand même de belles fonctionnalités qui le font un peu sortir du lot dans certains cas. Parlons maintenant d'avenir et des potentiels prochains produits Apple que je testerai sur cette chaîne-là. Tout d'abord, le prochain produit que je testerai sûrement, il s'agit de la Apple Watch. Parce que si vous me connaissez, vous savez déjà que pour moi, la meilleure montre connectée aujourd'hui, c'est une Apple Watch. Mais que les seules choses qui m'empêchaient vraiment d'en prendre une, c'est tout d'abord que je n'avais pas d'iPhone et aussi parce que la montre n'est pas ronde. Mais apparemment, il y a quelques leaks d'un petit redesign et je pourrais peut-être me laisser tenter. Même si le côté un peu carré me dérange encore un peu. Mais bon. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et ce serait dommage de laisser vraiment ce côté physique, vraiment fermer la porte à peut-être la meilleure montre connectée qu'il y a aujourd'hui. Voilà. Autre produit que je pourrais prochainement tester sur la chaîne, il s'agira peut-être de l'iPad Pro M1. Si je décide bien sûr de remplacer mon iPad 3 de 2012. Vous me demanderez sûrement, pourquoi un iPad? Par contre, au niveau des iPads, je pense qu'il n'y a pas photo. Il n'y a aucune autre tablette sur le marché qui peut concurrencer l'iPad. Donc, l'iPad, c'est juste le boss des tablettes. Donc voilà les deux prochains produits Apple que je pourrais potentiellement tester sur la chaîne prochainement. Je n'ai pas parlé d'écouteurs parce que mes Iconix font encore très bien le travail. Et je n'ai pas parlé de Mac parce que honnêtement, les Macs, ça ne m'attire pas du tout. Et vraiment, je préfère tester des choses qui m'attirent un peu. Donc, voilà pourquoi. Maintenant, pour ceux qui disent que je suis en train de quitter l'écosystème de Samsung, eh bien, mobilement parlant, je dirais que oui. Parce que ça fait longtemps que j'utilise leurs différents périphériques et j'ai envie un peu de voir ce qui se passe à côté. Mais attention, moi honnêtement, je m'identifie à aucun écosystème et je suis pour la standardisation des affaires. Moi, je veux que les différents périphériques communiquent tranquillement entre eux sans limite en fait. Comme par exemple, un Alexa va communiquer avec un Android ou un iPhone ou avec ces différentes choses-là. Je voudrais que mon téléphone puisse communiquer avec mes écouteurs tranquillement et puisse communiquer avec ma montre qui est OnePlus par exemple. Moi, c'est ce que je veux. Et maintenant, pour ceux qui se disent que je suis en train d'aller vers l'écosystème de Apple, mais en fait, pas du tout. Je suis en train de l'essayer aussi. J'ai toujours eu des périphériques d'autres marques, mais jamais eu vraiment ceux de Apple. Du coup, aujourd'hui, je suis en train de les tester et je trouve que c'est assez dommage de vouloir se fermer un peu toutes les portes
et de ne pas essayer d'autres écosystèmes et peut-être voir quel est l'écosystème qui est vraiment parfait pour nous en fait. Même si, je continue à le dire, c'est la standardisation qui est le meilleur des écosystèmes. Mais bien sûr, si dans 4-5 ans, je décide de changer de téléphone et que je vais vers un autre iPhone, là, on peut dire que, ok, là, j'ai choisi mon camp et je préfère celui de Apple. Mais pour le moment, c'est un peu trop tôt et je continue à faire mes tests. Voilà, la vidéo s'achève donc ici. Merci beaucoup de l'avoir regardé et comme d'habitude, je vous invite à laisser un gros like et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je sais que cette vidéo était quand même pas mal condensée en contenu, mais c'est parce que ça fait comme 6 mois que j'ai des choses à vous dire par rapport à cette expérience-là et la prochaine vidéo arrivera également dans 6 mois. Donc, il y aura encore beaucoup de contenu dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Multidoute22 et à la prochaine. Inch'Allah.